il faut que tu abandonnes totalement l'idée même d'une pratique, qui sont d'une posture dogmatique sur la nourriture. Donc, j'ai en moi, dans mon ADN, une information structurelle comme un aimant qui la capte. Bienvenue à tous dans ce podcast. Je vous évite une longue présentation de notre invité. Je l'ai déjà faite dans l'épisode précédent, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que j'aime aussi aller à l'essentiel. Il y a des phrases qui restent, pas parce qu'elles sont belles, mais parce qu'elles sont vraies, d'une vérité qu'on sent avant même de la comprendre. J'ai entendu Grégory dire récemment, et je le paraphrase, que le monde tel qu'il est nous apparaît aujourd'hui plein de conflits, de scandales, de mensonges, et j'en passe. Mais tout ça n'est rien d'autre que la somme de nos mondes intérieurs. Collectivement, nous projetons ce que nous sommes. Alors, la question la plus importante qu'on puisse se poser n'est pas comment changer le monde, mais depuis quel espace intérieur est-ce que j'y participe. Visiblement, saint Thomas disait « je crois ce que je vois », et pourtant je suis intimement persuadé que c'est l'inverse. Je vois ce que je crois. Aujourd'hui, j'aimerais donc qu'on aborde ensemble, avec Grégory, le pouvoir de l'esprit et le poids de la conscience. Pour la première question, j'aimerais qu'on parle d'un thème autour de l'hypnose. J'ai été formé à l'hypnose rapide ou l'hypnose de spectacle, et dans ce domaine-là, on a la possibilité d'altérer la réalité de quelqu'un juste par l'imagination. En fait, par le fait de faire visualiser quelque chose à quelqu'un, ça va directement impacter son corps physique, donc le réel, comme on pourrait l'appeler. Je donne un exemple, on va faire par exemple fermer les yeux à quelqu'un, debout, et le faire visualiser donc qu'il est une immense plaque de fer, son corps est une grosse plaque de fer, et on approche un gros aimant à l'avant. On peut ajouter dans la visualisation des couleurs, des sensations, etc., pour renforcer l'effet, et la personne va se sentir attirée par cet aimant, et physiquement parlant, alors qu'il n'y a aucun aimant. Donc j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que ça dit fondamentalement sur le rapport entre l'esprit et ce qu'on appelle le réel? Non, après, tout ce qui nous apparaît, veut dire avec les 5 sens principaux du corps, est déjà une forme d'hypnose. C'est une traduction, subjective, d'un monde, et déjà là, on ne sait pas si entre 2 ou 3 personnes différentes, la manière d'appréhender les couleurs, d'appréhender les odeurs, d'appréhender la température est la même. Hem, Tu parlais effectivement de cette plaque de fer, mais quand quelqu'un dit: «Tiens, moi j'ai froid» ou «J'ai chaud», le chaud de quelqu'un et le froid de quelqu'un, est-ce que c'est le même? Mmh. La lecture du monde, l'appréciation, de ce qu'on appelle la manifestation, elle est déjà elle passe par un prisme qui est unique. Bon, à partir de ça, on sait aussi que, c'est pas simplement les sens qui transmettent, on va dire, au corps ou au cerveau une information, c'est, la conscience qui projette un monde, et il y a une sorte de boucle de rétroaction qui fait que ce monde que je projette, qui est déjà le produit d'un monde intérieur, ensuite je vais faire semblant de le découvrir. Tu connais certainement tous les, tests qui ont été faits en neurosciences, où on fait passer des images sur un écran d'ordinateur, heu, de manière aléatoire, une maison, un couteau, une arme, une explosion, peu importe. Et puis on mesure l'activité cérébrale, du, sujet observé, hem, en temps réel. Et qu'est-ce qui est vu? C'est que le cerveau anticipe l'image qui va venir. Et donc, il crée déjà en amont d'une scène, par exemple, de je sais pas quoi, de torture, il crée un pic émotionnel, avant même que l'image apparaisse. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les sens du corps, la manière de lire l'environnement, de lire le décor, eh bien, c'est déjà, on va dire, c'est déjà vécu avec un temps de retard. Donc, pour avoir une lecture claire des phénomènes qui viennent à nous, heu, ça suppose, de facto, de ne pas se placer au niveau du cerveau ou des sens, ce qui est la lecture traditionnelle des événements, l'information, qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais de reculer à l'étage de la conscience, à minima, où là, on est dans le temps présent réel. Là où pour beaucoup, la vérité, la réalité, c'est ce qui est tangible, c'est ce que je touche. Sauf que ce que je touche, c'est déjà le produit d'un monde intérieur, d'une lecture particulière, ce qui fait que on peut très bien, se retrouver en tant qu'humain à dire: «Mais
je sais pas si je l'ai vu ou je l'ai rêvé. J'ai bien entendu ou j'ai cru voir quelque chose? Bon, alors, ça veut dire qu'on ne peut pas se fier aux sens. On ne peut pas se fier, aux sens pour, heu, capter la substance de ce qui est dit, de ce qui d'ailleurs, la preuve que tu parles effectivement de cette histoire d'hypnose. Si je me fie à mes sens, j'écoute ça, on me dit ça et ça devient vrai pour moi. Sauf qu'en fait, on voit bien que, ces sens-là, ils sont, en décalage. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'on veut dire: «Tiens, à quel moment le la croyance va tordre, en quelque sorte, eh bien, le réel?» Alors, ce qui est intéressant de dire: «Tiens, déjà par rapport à l'histoire d'hypnose, est-ce que tous les humains sont égaux face à ce phénomène d'hypnose?» Déjà, la réponse est non. Tous les humains ne sont pas influençables au même degré, à la même enseigne, par rapport aux informations, par rapport aux vecteurs, là, de transport d'un quelque chose qui doit être traduit. C'est toujours une proposition, c'est toujours une proposition de lecture. Ça peut être la météo, ça peut être un bruit, ça peut être un son, ça peut être une musique, ça peut être un ordre, ça peut être une question posée, ça peut être, une impression qu'on dit: «Tiens, quelqu'un, cette personne, je la sens pas». C'est-à-dire quoi, je la sens pas? C'est mes yeux qui disent ça? C'est mon expérience? C'est mon ressenti, mon intuition? Mais ça vient d'où tout ça? Donc, dans un même décor, un même environnement, 2 personnes vont pouvoir, être influencées de manière différente. Ça veut dire que le pouvoir hypnotique du monde environnant sera très différent. Certains vont se sentir, par exemple, en insécurité parce qu'ils vont repérer dans le décor 2 ou 3 gaillards qui sont peut-être, en correspondance avec l'image qu'on se fait du danger, ainsi de suite, quand d'autres verront: «Ah non, c'est bien, c'est animé, il y a des jeunes, une bonne ambiance». Donc, on voit bien que, heu, la manière de lire le monde, eh bien, s'effectue à travers ce que j'appelle moi une grille de lecture. Et cette grille de lecture, elle a besoin d'être neutralisée. Et pour la neutraliser, ça veut dire que dans cette grille, il y a des éléments qui sont, le produit de l'héritage, on va dire, familial, des croyances issues de l'enfance, ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, et évidemment avec des sens rétrécis, eh bien, j'ai pu le grossir, j'ai pu l'enfermer, j'ai pu avoir des événements dans lesquels je me suis senti en sidération, en incompréhension. Il faut quand même se souvenir que avant l'âge de 6-7 ans, l'enfant a bien du mal à décrypter avec justesse les événements auxquels il est confronté. En outre, très souvent, les adultes mentent aux enfants. Donc, ce qui fait que la lecture ensuite, juste du monde, elle est, alourdie par le fait que, prenant les enfants pour des demeurés, souvent, les adultes, eh bien, vont tordre cette grille de lecture et faire que leur version à eux du monde, eh bien, ils vont essayer de la transposer sur les enfants. «Fais attention à ci, écoute bien mon expérience, méfie-toi de ça, telle personne, ce chemin-là, il est bouché», ainsi de suite. Bon. Donc tout ça, c'est aussi donc cette grille de lecture qui est encrassée, qui est tordue, qui est impactée. Alors pour la neutraliser, eh bien, ça nous amène à dire: «Écoute, ce que je vois dans ce monde, ce que je perçois, la manière dont mon corps réagit en termes d'émotions, de sensations, est-ce que c'est juste? Est-ce que quand, j'écoute les informations, par exemple, ou tel type de nouvelles et mon ressenti là, corporel, quand je l'analyse, est-ce qu'il est parfaitement équilibré avec ce qui se passe? Ou alors, il n'y a pas une partie en moi qui a tendance à gonfler, ou à restreindre, à modifier, à travestir? Et puis, il faut aussi se souvenir que cette grille dont on parle, cette grille de lecture du monde, elle n'est pas, alors même si chacun a la sienne, mais elle peut se connecter avec celle des autres. Raison pour laquelle il y a ces peurs collectives qui font que, eh bien, quelqu'un court dans un sens, l'autre, sans savoir pourquoi, se met à courir aussi, et ainsi de suite. Donc là, on est dans un phénomène aussi d'hypnose, c'est-à-dire que on est,
pris dans une espèce de flux qui prend le pouvoir sur, on va dire, une rationalité de l'arrière-plan, c'est-à-dire l'endroit où le cerveau, avant même que l'événement arrive, a déjà effectivement analysé les choses, et puis on en perd sa maîtrise. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette histoire d'hypnose? C'est ce que tu as effectivement dit au départ, c'est qu'il y a une perte de maîtrise. On commence effectivement à faire n'importe quoi, sans rapport avec la situation. Alors moi j'aime beaucoup parler de la maîtrise parce que c'est pas le contrôle. La maîtrise, c'est la réponse toujours adaptée, donc juste à toute situation neuve. Ça veut dire que tu l'as vu 1000 fois. Heu, Chez des humains, ça peut être, je sais pas quoi, un bruit dans la nuit, une situation nouvelle particulière. Très souvent, l'humain va opter pour la réaction de fuite, de peur ou d'attaque. Il dit: «Écoute, dans le doute, je préfère soit me barrer, soit attaquer, que d'avoir à faire face à quelque chose de nouveau, d'inconnu et qui pourrait engendrer sur moi des dommages physiques ou psychologiques». Alors, sauf que ça demande une énergie considérable parce que, plutôt que d'être dans la réponse adaptée, par exemple, écoute, tu as ton téléphone qui sonne dans la nuit à 3 heures du mat, la réaction face à une grille de lecture qui est tordue et cetera, c'est tout de suite: j'imagine un scénario, heu Il est arrivé mon quelque fils chose. sur la route, il s'est flingué, il s'est pris un arbre, cartonné en voiture et cetera. C'est forcément ça et puis le scénario se monte jusqu'à et donc là, le corps, il est en ébullition et tant que je ne sais pas ce qui se passe, que j'ai pas l'autre qui me dit: «Non, ah pardon, c'est une erreur» et là, ça redescend derrière. Mais tu imagines l'énergie consommée là? Pourquoi? Pour rien. Pour une grille de lecture qui n'a pas été capable de dire: «Écoute, c'est juste un téléphone qui sonne, c'est juste un son» et là, ça dit quoi? Ça dit que le sens, l'ouïe, là, qui entend cette sonnerie en pleine nuit, ce sens-là, il est travesti. Je t'ai dit tout à l'heure, effectivement, le cerveau en amont, il est déjà renseigné, il sait ce qui se passe en vérité. Sauf que le sens, il est en retard, il ne sait pas il est dans l'inconnu, il est dans le flou. Alors, comme tu dis tout à l'heure, effectivement, quand on dit j'ai besoin d'avoir la preuve matérielle pour croire, en fait, le problème, c'est que ce sont mes croyances qui vont conditionner mes sens. Donc, tu parlais de la vue. Je vois ce que je crois, mais c'est pas que la vue. Ouais. J'entends ce que je veux. Je perçois, je ressens selon mon système de croyance. Et donc, quand tu mets tout ça bout à bout et que tu te mets dans un monde comme le monde actuel, avec une énorme quantité d'informations qui circulent, bien plus grande que la capacité naturelle du cerveau à pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'au départ, je veux dire, jusqu'à un passé très récent, le cerveau était quand même conçu pour aller chercher à manger, éviter des proies véritables et puis se rassembler, on va dire, de manière communautaire autour d'un but commun. Sauf que à ces informations-là, c'est-à-dire les informations liées à l'environnement et aux besoins immédiats, se sont additionnées des millions d'informations dont on n'a pas besoin. Est-ce que Mathieu, ça te concerne de savoir que, je ne sais pas quoi, telle plateforme pétrolière en Alaska présente un problème? Alors, sauf que tu dis, bah écoute, oui, bah, j'ai l'information, mais qu'est-ce que tu en fais après? Ouais. Il faut dire que, est-ce que le cerveau dont on dispose aujourd'hui, il s'est hissé dans une capacité d'analyse des informations suffisamment élevée pour ne pas faire péter un plomb à chaque extrémité, donc au sens dont on dispose. C'est pas tout de dire oui, c'est cool, machin, on a accès avec Internet à toutes sortes d'informations. Très bien. Est-ce que tu sais les digérer? Est-ce que tu sais quoi en faire? Où ça va, les trucs qu'on te dit, je sais pas quoi, tiens, Trump, il a fait ceci, pas fait cela, il a dit ci à 3 heures du matin. Tu reçois l'information. Qu'est-ce que tu en fais? Sachant que 99 des informations dont tu es là, le réceptacle, tu es totalement impuissant par rapport à ça.
On te dit, écoute, il y a un puits de pétrole qui a explosé en Alaska. Qu'est-ce que tu peux y faire, toi, Mathieu? Là, tout de suite. Rien. Et donc, ça, on te dit ça. Après, on t'ajoute là-dessus l'Iran, l'Afghanistan, le machin, le delta de ceci, le détroit de machin. Et donc, tu reçois ça. Ce sont des cascades d'informations. Et sauf que tu n'as pas de réponse immédiate à y donner. Et donc, si là, tu es pris dans la nasse d'une lecture avec cette grille dont je parlais tout à l'heure, lecture mentale qui est entravée par plein de choses, plein de croyances, un rétrécissement à la conscience lié à un système éducatif, eh bien, quand une information, elle t'est destinée, une parole juste, à quelque chose qui est vraiment pour toi, Mathieu, quelque chose qui doit te venir à toi, comment tu fais pour faire la différence? Quand tu passes ta journée à accueillir ce qu'on appelle des informations et dire: «OK, je prends ça, d'accord, je ne sais pas quoi en faire, je suis impuissant par rapport à ça», et on peut dire ça, c'est l'entraînement quotidien. On s'entraîne à absorber des choses et se dire: «Je ne sais pas quoi en faire». Sauf qu'à un moment donné, tu dois agir. Pour toi, Mathieu, dans ton chemin de vie, avec une énergie que tu dois concentrer en direction de ta maîtrise, de ton ascension, de ton unicité, de ta réalisation. Sauf que pour ça, il faut que Mathieu soit en capacité dans tout ce décor, d'aller prendre les informations qui le concernent. Et donc, les prioriser. Sauf que le cerveau, il n'est pas entraîné à ça. Et quand tu scrolles sur ton téléphone, tu as 99% d'informations qui te viennent, dont tu ne sais que faire, mais le cerveau, il les prend quand même, puisque tu lui dis, mais tiens, je te propose ça. Et donc, croire qu'à un moment donné, en entraînant le cerveau à recevoir ces torrents d'informations, d'images, de médias, et se dire que je l'entraîne à recevoir des torrents d'informations, et la réponse est je ne sais pas quoi en faire ou je ne peux rien y faire, et que malgré tout, avec cet entraînement-là, je pourrais recevoir un jour une information verticale qui vient de l'esprit pour engendrer une action précise en direction d'un but qui me ressemble, croire que ça va se passer comme ça, non, ça n'arrivera pas. Donc, il y a quand même une grande quantité d'humains qui aujourd'hui se retrouvent noyés par ces torrents informationnels. Je veux dire, c'est pas donc il faut quand même en avoir conscience. Le cerveau, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il reçoit, mais si on n'a pas conscience que tout ce que là, tout ce à quoi j'ai accès, tout ça s'appelle ces informations, ces contenus, si là, la réponse que je leur donne, c'est ah d'accord, ou ah ça m'énerve, ou ah ça me rend triste, ah le monde va mal, d'accord, très bien. Donc, c'est ce que je capte, ce que je lis, ce que j'absorbe, et 99% de mes réponses sont ben, je vais rien faire par rapport à ce que je reçois. À quel moment on peut se dire que là, je suis entraîné véritablement d'un point de vue euh, neuro-cérébral et d'un point de vue des structures énergétiques pour, quand j'aurai une information qui me concerne, une décision à prendre qui est en parfaite ligne avec ce que j'ai à accomplir dans le monde, je vais monopoliser toute mon attention, toutes mes ressources et agir en direction du but poursuivi. Non, il n'y a pas de jus parce qu'il y a cette dispersion permanente. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on parlait de cette histoire d'hypnose, ce monde actuel, il est infiniment plus hypnotique qu'au Moyen-Âge, ou même il y a encore 2 siècles, où le nombre d'informations à gérer, c'était ridicule par rapport à aujourd'hui. Et donc, tu n'avais pas de mal à donner un sens dans une direction, et à la fois une substance à ta vie. Là, aujourd'hui, écoute, tu peux être influencé par 1000 directions en même temps. Ah, ça et ci et ça et machin, et puis tout le monde donne son avis. Mais trop d'avis, tu la vis, trop de choix, tu le choix. Donc, s'il n'y a pas cette vigilance en arrière-plan, si tu écoutes, est-ce que j'ai vraiment les structures cérébrales entraînées pour, dans ce torrent informationnel, eh bien, aller dire, écoute, ça ne me concerne pas, ça, ce n'est pas, alors c'est utile peut-être, c'est un niveau
comme diront en introduction, pour comprendre que on participe à ce monde, mais est-ce que ça m'est nécessaire? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir de la cohérence entre mon esprit, mon cerveau et mes actions. Pour avoir cette cohérence-là, je dois cesser de me fier de manière quasi exclusive sur ce que je lis, là, dans ce monde. D'abord parce que ma grille de lecture, très probablement, n'a pas été neutralisée en raison de mon attachement aux valeurs familiales, aux valeurs culturelles, aux valeurs religieuses, aux valeurs politiques. Et de deux, parce que je n'ai probablement pas suffisamment entraîné mes structures à identifier en moi ce qu'on appelle la voie de l'esprit, du parasitage de ce monde astral qui est la somme de toutes les pensées émises par les humains depuis la nuit des temps. Et donc, il y a ce flux d'informations autour de soi qui est permanent, qui est pléthorique, et puis à l'étage de la pensée, il y a toutes les pensées qui circulent dans cette couche-là, on va dire un peu plus subtile que le monde physique, dans lesquelles je peux être potentiellement le réceptacle de la pensée des autres. Un truc qui dit: «Mais pourquoi je pense à ça? Oh là là, j'ai des pensées qui me hantent. Ah, je pense trop» ou «J'ai des pensées parasites». Alors non seulement on voit qu'il y a, cette influence au niveau sensoriel et puis il y a une influence, on va dire, psychique. Alors quand tu mets les 2 ensemble, Ouais. à quel moment tu penses par toi-même véritablement, tu agis par toi-même véritablement et tu crées une cohérence entre esprit, psychisme et corps physique. Donc, tu vois que cette histoire d'hypnose et du caractère hypnotique de l'humain, il doit être exploré à fond et voir que c'est pas simplement en s'extrayant du monde, ça demande un entraînement poussé je veux dire de haut niveau pour désapprendre la manière de lire le monde, pour réapprendre à lire le monde depuis, je veux dire l'intérieur, c'est-à-dire l'œil de l'esprit en soi et pas les yeux et les oreilles du corps qui, eux, ont été mais complètement plombés, altérés par des décennies là d'hypnose collective. Raison pour laquelle, je veux dire, je t'apprends rien, tu vois à quel point, heu, au moment des élections, une personne peut arriver, prendre un micro et hypnotiser des foules entières. Et tout le monde dit: «Ah oui, 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 avec elle ou avec lui, Ça a tout va changé. changer». Et tu dis: «Mais attends, mais il y a même pas le recul de dire: "Attends, mais c'est le même ou la même qui a 5 ans ou 7 ans". Évidemment que ça va rien changer». Mais malgré tout, tu vois, une hypnose collective, moi je vais changer vos vies, croyez en moi. Et puis tout le monde disait: «Ah oui, 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 on croit en lui». Et puis 6 mois plus tard, chute drastique dans l'opinion, et cetera. Mais tu vois que ça continue à fonctionner. Ah oui, comme au Mmh. premier jour. Alors c'est une sorte c'est comme la pub. On te vend un rêve, mais tu dis: «Tiens, est-ce que moi je suis pas sensible à ce genre d'influence?» C'est-à-dire à ce genre de méthode, hypnotique. Par la pub, on te vend la dernière voiture qui va changer ta vie. Tel appareil, tel outil, tel lieu de vacances qui va révolutionner ta destinée. Tant que tu es encore en adhésion avec ça, tu sais, écoute, tu dis: «Bon, je ne peux pas jouer double jeu». Il y a forcément un choix à faire. Pour pouvoir commencer à réentendre, parce que cette voie-là ne force pas le passage, contrairement à la pub qui était matraquée jusque dans les taxis ou, la pompe à essence. Cette voix-là de l'esprit en toi, elle attend que tu te calmes. Elle attend que tu fasses le ménage en toi. Elle attend que tu comprennes, heu, où est la vérité. C'est-à-dire que tu fasses des expériences, comme on l'a dit tout à l'heure: «Tiens, je sais pas quoi, je vais voter pour ci, je vais acheter ça» et écoute, fais ton expérience et on estime, si tu veux, d'un point de vue de la conscience supérieure, qu'après un certain nombre d'expériences où l'issue est la déception, que l'humain, bah, écoute, il se dise: «Bah, bon, j'en ai ras le bol de me faire bananer. Maintenant, je vais me
replier, d'un point de vue de la conscience, à l'intérieur, essayer de capter une vérité essentielle, en essence. Alors, c'est pour ça que, je veux dire, tant que ça fonctionne, cette hypnose sociale, commerciale, tout ce que tu veux, politique, eh bien, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. L'idée n'est pas de pointer du doigt tel ou tel homme politique, ah machin, etc. Regarde ce qu'il fait, ce qu'il dit, mais comment il est arrivé là où il est? En Par effectivement une validation collective à un moment donné, il n'a pas, veut dire, il n'a pas forcé le passage. Donc le quand on dit: «Tiens, assurément chacun vit dans son monde», c'est-à-dire dans un une lecture qui lui est propre en fonction de son schéma de pensée et donc des sens, là, qui sont, heu, connectés sur la gamme de fréquences de, eh bien, ce schéma. Ça veut dire qu'on n'a pas tous la même lecture. Tout à l'heure, j'ai parlé de manière assez basique des couleurs, la température et ainsi de suite. Mais évidemment, quand on va un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe? Si tu euh, modifies ta grille de lecture, c'est-à-dire que tu la neutralises, elle devient comme un pare-brise sur lequel tu as enlevé tous les autocollants ou toutes les salissures. Tu vois clair. Donc, tes sens sont replacés dans leur configuration d'origine. Ils sont donc placés au service de ta conscience supérieure. Ça veut dire que là, seulement à ce moment-là, ils peuvent être utilisés pour relationner de manière efficace, utile avec le monde. Avant, ils peuvent te porter préjudice. Avant, tes sens vont te déclencher un drame intérieur parce que ton téléphone il a sonné en pleine nuit ou parce que tu as confondu une corde dans un couloir sombre avec un serpent. Ils vont te causer un nombre de situations là, de psychodramatiques considérables. Comment il me regarde celui-ci? C'est-à-dire comment il me regarde? Ben, je sais pas, il me regarde bizarrement. Là, il se passe quoi à ce moment-là? Il s'est rien passé, tu as croisé le regard de quelqu'un, Projette. ta grille de lecture en a fait un ennemi potentiel et ainsi de suite et ça y est, c'est le drame. Bon. Alors, neutraliser cette grille de lecture, évidemment, te rend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sensible à l'hypnose. Puisque ce que l'autre fait, produit, dit, vibre, lui appartient. Ça ne vient pas rentrer en toi. Ça ne vient pas te faire perdre ta maîtrise. Mais ça veut dire que ça demande quand même une prise de conscience fondamentale sur la manière dont, en tant qu'humain, je fonctionne. Tant que j'ai l'impression, d'une part, que tout le monde, bah, on est tous pareils, on est tous dans le même bateau, non, faux. Chacun a sa grille de lecture. Alors, c'est vraiment se poser des questions avec profondeur et humilité, se dire, tiens, est-ce que la manière dont je lis le monde, la manière dont je sens mon corps réagir aux informations ambiantes, à ce qu'on me dit, la manière dont on me regarde ou me regarde pas, où je me sens pas respecté ou pas à la hauteur ou pas reconnu, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas le produit de quelque chose qui, en moi, est déjà faux, déjà altéré? Comment pourrais-je vouloir, à partir de là, entrer dans ce monde, c'est-à-dire y vibrer ce que je suis, de manière optimale? C'est pas possible. Donc, effectivement, il faut avoir, tout comme, je veux dire, heu, c'est vraiment du bon sens. Quand tu as un véhicule, tu veux aller loin avec, mais écoute, il faut que j'ai un pare-brise qui soit totalement propre, des optiques qui soient nettoyées et qui aient loin devant. Quelqu'un qui aurait des caches sur les optiques, il dit: «Attends, le problème c'est que la nuit, je vais rien voir Mmh. et si je vois rien, je vais tomber dans les trous ou je vais avancer tout doucement et dès que je verrai une ombre, je vais devoir m'arrêter». Alors que si effectivement tu vois loin et tu vois clair, tu peux aller sur ta route et à pleine vitesse. Eh bien, c'est pareil. Et donc, ça suppose d'avoir le même bon sens que pour un véhicule automobile, pour son propre véhicule d'incarnation, se dire, tiens, moi, mon véhicule, est-ce qu'il a été révisé? C'est-à-dire regardé par un œil plus élevé. Et donc, cette révision, cette vision double ou plus élevée, a la provocation, évidemment, à aller examiner déjà les tâches du dessus, c'est-à-dire les tâches des pensées. Alors, c'est une qualité ou une aptitude qui est déterminante, celle de la métacognition, c'est-à-dire la capacité à observer ses pensées, mais pas simplement. C'est-à-dire
tiens, j'ai une pensée qui m'arrive, d'où vient-elle et où va-t-elle? Si la pensée qui arrive dans mon champ mental, manifestement, c'est une pensée parasite. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il y a en moi une porosité qui permet qu'elle arrive dans mon champ mental. Et de 2, outre la porosité, j'ai en moi, dans mon ADN, une information structurelle comme un aimant qui la capte. Donc, c'est pas tout de se dire: «Je vais aller dans un endroit me changer les idées». Peut-être que là, ça va juste, changeant d'environnement, j'aurais plus la pénétration de pensées ambiantes, mais ça va pas modifier ce qui, en moi, attire la pensée. Donc il faut les 2 ensemble. Donc la prise de conscience de ce à quoi je pense, est-ce que mes pensées sont alignées sur ce que j'aspire à vivre, à vibrer, à rayonner, à partager, ainsi de suite? Et est-ce que j'ai le courage, l'engagement, la ténacité suffisante pour prendre conscience dans moi d'une inscription qui veut dire qui est corporelle, qui est génétique, dont j'ai hérité, et peut-être que j'ai moi-même entretenu par, effectivement, cet entraînement à adhérer à ce qu'on me disait, eh bien, est-ce que j'ai cette ténacité pour aller sortir ça, c'est-à-dire alchimiser ce contenu, le faire remonter sur la... Et quand ça remonte, ça, puisque c'est, on va dire, c'est de l'ignorance et de l'obscurité, évidemment, ça passe par le corps. Et donc, l'humain, hmm, il adore ce qui est plaisir immédiat. C'est beaucoup plus plaisant de prendre un shoot de dopamine que de passer une semaine dans ses propres catacombes intérieures pour faire remonter un bouchon d'ignorance. Dans la balance, aujourd'hui, dans ce monde hypnotique, qu'est-ce qui est proposé? Du plaisir immédiat. Une voiture, un voyage, un truc, un post, un truc, une mini-série, peu importe. Un truc, hop, et puis un plaisir remplace une autre. Surtout pas de temps mort, pas de temps vide. Parce que dans le temps vide, qu'est-ce qui se passe? Tu prends le risque que cette chose remonte. C'est comme tu sais, le temps de silence. La peur du silence, la peur du vide. Tu es dans un ascenseur ou dans une assemblée avec une table, un temps de silence, danger. Danger, la peur de faire face à ce qui pourrait, là, un inconfort remonter. Donc ça veut dire que pour aller au bout de ce processus de neutralisation de cette grille mentale qui elle-même est une projection de notre ADN, eh bien, il faut être à la fois à l'affût des pensées qui nous traversent, celles qui sont manifestement teintées de peur, de doute, d'angoisse, d'inquiétude ou alors d'un travestissement de ce qui est. Et ensuite, derrière, se dire, tiens, si ça apparaît dans mon champ mental, c'est pas simplement pour me dire, oh là là, il faut que je me change les idées parce que cette idée-là, non seulement elle va subsister, et tôt ou tard, elle va chercher un chemin d'expression. Ce qui va faire dire aux humains, je ne sais pas ce qui m'a pris, ça a été plus fort que moi, ou c'est sorti de ma bouche, enfin, tous ces fameux lapsus physiques ou psychologiques auxquels on assiste. Donc, qui sont le témoignage, la manifestation que l'humain n'est pas maître de lui. Ce sont des autres, les autres, des forces qui, là, le traversent, et notamment lorsque l'émotion est forte, et c'est carrément ce flux qui le met littéralement hors de lui. Ça le fait sortir de sa corporalité, et son physique, son corps physique devient le véhicule d'une force qui le dépasse. Ce qui fait ce que tu as, c'est que tout le monde court, je cours aussi. Pourquoi tu cours? Quelle est la pensée qui donne un ordre à ce corps de courir? Ben, c'est pas ma pensée à moi, c'est la pensée collective, courons tous, et mon corps court. Peut-être que là, à ce moment-là, c'est le jour précis, l'instant précis où toi, tu dois courir dans le sens inverse. Mais pour arriver à ce changement de paradigme où tu dois courir en sens inverse quand tous les autres courront dans l'autre sens, eh bien, ça demande effectivement de, un peu plus de ténacité que simplement vouloir aller bien. Moi, je ne nie pas le fait, effectivement, qu'il y ait une aspiration collective des humains, en tout cas une partie de l'humanité, à s'élever en conscience. Encore faut-il que cette aspiration, elle soit manifeste. C'est-à-dire qu'elle se traduise
concrètement en, en des comportements, c'est-à-dire la manière dont on amène son corps dans le monde, qui soit conforme. Parce que la spiritualité du soir ou du week-end, de manière exclusive, bon, c'est gentil, mais ça ne va pas transformer effectivement les structures qui sont là induites dans le corps et qui amènent progressivement dans ce monde une vibration qui évidemment balaye tout le reste, et bien plus puissante, bien plus forte, celle de la peur, du doute et de la défiance. Je voudrais revenir sur 2 points et c'est vrai que de nos jours, effectivement, on a cette notion d'impuissance apprise qui nous est matraquée de manière, silencieuse justement par les médias qui, comme tu l'as dit, nous balancent en permanence des infos sur lesquelles on ne peut surtout pas agir, des scandales à droite, à gauche, dans notre pays et dans d'autres pays. Pareil sur les réseaux sociaux. Et tout ça justement, ça fait que, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent et à contrario, on est de plus en plus, dans cette, impuissance apprise, dans cette sensation d'être dépassé par ce qui arrive autour et d'être, en fait, de pas comprendre comment agir justement dans le dev perso que tu appelles le dépouillement personnel, alors que, on a l'impression que tout va mal, qu'on peut rien faire, que, de notre changement intérieur, il ne va rien se produire sur le monde, alors que c'est justement tout l'inverse et que moi je l'ai remarqué, les fois où c'est que je me sens le plus aligné, c'est quand je coupe, je me sers plus de mon téléphone, alors que je m'en sers vraiment pour le travail. Donc quand je suis, par exemple, en congé ou en travaux dans la maison ou autre, quand je le sors vraiment de mon champ de conscience, que je suis connecté juste avec, ma famille, le jardin, les promenades, je me sens mais 1000 fois plus aligné et au final, sans que je le fasse exprès, en fait, j'ai la vie qui s'aligne à ça et j'ai plus d'opportunités, plus de clients qui viennent à moi et tout parce qu'en fait, j'ai pas cette résistance de, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis pas dans la notion de vouloir contrôler quoi que ce soit et je suis plutôt dans la matérialité, en fait, dans le fait d'exprimer, comme tu l'as dit, un sens à ma vie, de donner, mon propre sens à ma propre vie et ça se le reste se met en place, tout seul. Mais ça suppose aussi d'être libre de l'opinion des uns et des autres. Parce qu'il y a cette, un, il y a quand même dans l'humanité, on parlait de cette hypnose, effectivement, c'est facile de la voir avec quelqu'un en particulier, mais le mimétisme est quelque chose qui est inscrit dans le patrimoine humain. C'est-à-dire que aux origines, ne pas être dans le groupe signifiait l'exclusion d'un lieu dans lequel la survie est assurée. Alors, aujourd'hui, ça prend des formes différentes. Évidemment, c'est plus simplement être dans la même tribu, partageant, le même, troupeau ou que sais-je. Mais, il faut quand même bien comprendre que dans le schéma archétypal de la pensée humaine, il y a cette idée de si je ne suis pas dans le collectif ou si je rate un événement auquel tout le monde assiste, auquel tout le monde participe, je suis en dehors du coup, je suis plus dans ce mouvement et donc au final, je risque la mort. Alors, ça peut paraître extrême comme conclusion, mais ce sur quoi s'appuie évidemment le mécanisme là, dire d'hypnose collective. C'est tous ensemble, on va y aller, la force d'un collectif, mais c'est pour ça que quand on nous ramène, je veux dire dans une vision beaucoup plus, élevée, on sait aussi que, heu il peut y avoir un mimétisme dans l'autre sens, c'est-à-dire le mimétisme de la conscience qui s'élève. Plutôt que de courir tous ensemble vers la falaise, on peut peut-être inspirer par mimétisme aussi là, c'est-à-dire en s'appuyant sur ce même facteur-là de sentiment d'appartenance de l'humain, eh bien, inspirer une élévation. Tu parles effectivement d'ouverture de conscience, mais ça suppose quand même de l'assumer. Parce que moi, je vois souvent des personnes qui vont dire: «Oui, oui, l'éveil et cetera, machin, oui, oui, voilà, je lis des trucs» et puis dès qu'on sort dans la rue, dès qu'on est avec la famille, de nouveau, l'hypnose collective repart et comme si de rien n'était. On est de nouveau dans le troupeau parce que ça fait peur de dire que voilà, voilà comment je vois le monde, voilà comment je perçois les choses, voilà quelle est ma vision, je me sens je suis pas celui ou celle qui sans cesse voit les coupables au dehors. Quand tout le monde dit: «Oui, lui c'est un connard», est-ce que, toi, tu es celui ou celle qui baisse le bras et dit: «Attendez, il y a peut-être une vision plus élevée que ça et moins réductrice»?
Peut-être que là, samedi soir, au moment de l'apéro, tu dis: «Bah, écoute, c'est pas le moment», Oui. mais le truc, il est là, c'est que moi, je ne nie pas le fait, effectivement, qu'il y ait une aspiration collective des humains, en tout cas une partie de l'humanité, à s'élever en conscience. Mais encore faut-il que cette, aspiration, elle soit manifeste. C'est-à-dire qu'elle se traduise concrètement en des comportements, c'est-à-dire la manière dont on amène son corps dans le monde, qui soit conforme. Parce que, la spiritualité du soir ou du week-end, ju de manière exclusive, bon, c'est gentil, mais ça va pas transformer effectivement les structures qui sont, là, induites dans le corps et qui amènent progressivement dans ce monde une vibration qui évidemment balaye tout le reste, et bien plus puissante, bien plus forte, celle de la peur, du doute et de la défiance. Certes, mais il faut que le corps en soit informé. Il faut que mon corps en soit informé, c'est pas simplement un état de pensée ou un état d'esprit, il faut que mon corps en soit informé et il faut que, tôt ou tard, le corps des autres en soit informé et notamment celles et ceux, qui, jusqu'à aujourd'hui, m'ont connu à travers leurs 5 sens principaux d'une certaine manière et ils sont certains de leur grille de lecture. «Oui, Mathieu, je connais, il est comme ça». Je sais ce que je sais, je l'ai vu, je l'ai côtoyé. Oui, mais ça, pour faire aussi changer la grille de lecture des autres, il faut donner, aux autres une version différente, un truc qui effectivement vient les choquer en quelque sorte. Je veux dire, i parce que dans la balance, je veux dire les forces mises en œuvre pour hypnotiser les foules et les amener à la perdition, à la séparation, à la peur, au maintien sous une coupe, je veux dire, elles sont phénoménales au sens d'un phénomène de masse. Si on se dit: «Bah, non, mais écoute, bah, dans notre petit coin, on va faire ce qu'on peut, semer des petites graines». Non, mais attends, il faut être aussi phénoménal. Soyez phénoménaux. Dans le sens où, heu, si c'est juste, quelque chose qui est comme une activité ou un loisir, ou un passe-temps et que c'est pas un mode de vie, qui, là devient, je veux dire physique, substantiel, bah, on peut se dire: «Tiens, oui, le monde s'éveille», mais concrètement, où ça? Montrez-nous, quoi. Parce que tu vois ce que je veux dire? C'est important que ça ne s'arrête pas dans des cercles, on va dire autorisés et il y a pas d'endroit sur terre où on ne puisse pas incarner ce qu'on est. Ça peut être aussi bien chez le garagiste que, je sais pas quoi, à McDo, sur un parking, n'importe où. Je vois trop souvent d'une espèce de scission entre un monde qui serait spirituel, où là, et cetera, on est entre nous, et cetera, on a repéré, ça va, c'est sécurisé, on peut parler de la conscience, de l'esprit. Et puis à un moment donné, tu arrives, je sais pas quoi, avec le banquier ou le boulanger, et d'un seul coup, ah non, là, les règles changent, on retombe à l'étage bien tridimensionnel, hypnose classique, «Ah, j'aime pas sa tête», ainsi de suite, et c'est reparti. Mmh. Et je dis ça parce que je le vois tout le temps. Je vois ça tout le temps. Je vois cette sensation de de la descente de l'esprit qui s'arrête au niveau psychique là et qui passe pas la barrière du corps. Et dès qu'on commence, voilà, je sais pas quoi, le courrier dans la boîte aux lettres un peu bizarre, tout de suite on est en panique. Quelqu'un m'a envoyé un mail, quelqu'un que je connais qui me connaît bien et que je connais bien, m'a envoyé un mail à 2 heures du mat, en panique. «Au secours Grégory, voici le mail que j'ai reçu». Le phishing habituel, truc, police nationale, vous avez commis une infraction extrêmement grave, pédophilie sur les réseaux, machin truc. Bon, c'est une vieille dame, machin truc. Heu, vous êtes convoqué à la direction de la police nationale. Au secours Grégory, qu'est-ce que se passe? Que je dois faire? Quelqu'un qui a pratiqué ce qu'on appelle la spiritualité depuis, 50-60 ans, quoi. À quoi bon si dès le premier
la première pierre dans la mare, tout s'arrête, tout s'effondre. Ça sert à rien, tu es comme les autres. Tu courras dans la falaise comme les autres. Et donc je réponds, je dis: «Ah bah, où où es-tu à ce moment-là, quoi?» ah oui, merci, tu me rassures». Mais je suis pas là pour rassurer. Je suis pas le gars qui rassure, moi je suis le gars qui dit: «Eh, va voir ta peur à l'intérieur, vois tant que tu l'as pas débusquée, tu vas attirer à toi ces choses». Ouais. C'est pas dire qu'un jour ou l'autre, tu pas de tentative entre guillemets d'appel de phishing, que sais-je, mais le phishing, c'est la corde qui ressemble à un serpent dans le couloir. C'est le coup de téléphone à 3 heures du mat, pour t'annoncer, qu'en fait c'est une erreur. Là, c'est un phénomène hypnotique. On t'envoie un mail qui fait peur, qui ressemble à quelque chose de réel, dans le but de te faire perdre ta maîtrise et de cliquer dessus. «Oh là là, ça y est, vite, vite, je suis convoqué à la police». Et ça, c'est là où ça s'arrête en quelque sorte. Donc pour moi, c'est extrêmement, hem, intéressant que la démarche individuelle, elle soit complète. Et que donc, le monde ambiant, environnement, la famille, les voisins, qui autour, ils sachent à qui ils ont affaire. Ils ont affaire à quelqu'un qui assume de manière totale qui il est ou qui elle est. Ça veut dire que ça se ressent, ça se perçoit, ça s'entend et c'est physiquement préhensible. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué aussi, pour avoir participé justement à des stages, de dev perso ou en tout genre. J'en ai fait que 2 ou 3 mais, c'est à chaque fois le même, scénario. Les gens justement comme tu disais, dès qu'ils sont dans un groupe, c'est que tout le monde est là pour, la même chose, parler conscience, parler énergie et tout. Tout le monde est en sécurité, on ose même, prendre la parole en public, peut-être même chanter, faire des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire et dès que, le téléphone sonne, que c'est le mari qui appelle ou les parents, les gens de suite, comme tu as dit, ils changent de trucs. Alors là, je suis dans un stage, ils sont hyper flous. Je suis dans un stage de, Ouais, heu, ouais, ouais, dans une conférence, quoi. Ils ouais, en ouais. disent le moins possible J'entends pour des pas passer cordes sur pour une quelqu'un de raquette, ouais. bizarre. Et moi, le jour où c'est que j'ai su que j'étais dans la bonne direction, c'est justement après avoir, fait ces stages, avoir mis en pratique ce que j'avais appris. J'ai eu une discussion avec mes parents, qui était assez houleuse et mon père m'a dit, droit dans les yeux: Tu as changé» et je me suis dit: «Yes, nickel, c'est que je suis, à peu près à la bonne direction actuellement parce que, beh, je suis content d'avoir changé parce que ce que vous aviez connu de moi jusqu'à présent, c'était pas moi en fait, c'était, Alors et tu observeras que ça marche sur les 2 points. C'est-à-dire que, certes, effectivement, tu offres une version différente, c'est-à-dire, plus allégée, plus proche de ce que tu es, mais tu obliges l'autre à bouger sa grille de lecture. Parce que, hem, pour qu'il puisse voir que tu as changé, il est obligé de changer la manière dont il te regarde. Ça va ensemble. Je veux dire, c'est pour ça que tu prends une personne qui s'est entraînée à voir, je sais pas quoi, des jeunes, des cités de manière particulière. Si l'autre, le jeune de la cité là, il a beau faire tout ce qu'il veut, il a passé un bac+6 machin, mais si l'autre en face, il chope pas sa grille de lecture, il peut se prêter pour un boulot, pour un service à domicile, pour tout ce que tu veux. Si la grille n'a pas changé, il a beau lui avoir changé, ça ne changera pas en face. Donc il faut sentir que donc le principe effectivement démarre là de l'environnement immédiat et puis on peut pas s'arrêter à ça. Là, effectivement, tu remarques justement, mais je veux dire, écoute, heu, moi je suis pas là pour, juste nouer des cravates sur terre ou vendre des perles. J'ai je dois incarner une certaine gamme de fréquences, une certaine présence de lumière et ainsi de suite. Est-ce que autour de moi, tous et toutes le verront, le remarqueront, le sentiront? Une petite partie. Est-ce que je suis prêt ou prête à ce que mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mes voisins, heu, non seulement, enfin, je veux dire, une partie ne voit pas le changement ou d'autres voient le changement, mais en moins bien? «Ah, tu as changé. Tu étais mieux avant, Mathieu. Avant, tu étais on pouvait rigoler avec toi, maintenant, tu es non, il y a un truc bizarre». Donc, ce fameux changement dont il est question, il ne faut pas forcément s'attendre à quelque chose qui soit ovationné.
saluer comme étant un grandissement. Parce que qu'est-ce qu'il impose à l'autre? C'est ce que tu parlais de ton père, il impose un changement de grille chez l'autre. Mais si l'autre ne veut pas changer sa grille de lecture, ça va l'emmerder. Parce que ça l'oblige à se hisser à minima au point de rupture de l'endroit où effectivement les choses commencent à bouger. Mais encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est plus facile de consommer que d'aller sortir en soi une partie d'ignorance et donc changer sa grille de lecture. Donc on préfère rester sur une ignorance, tiens, bah, écoute, un tel est comme ça, les jeunes sont comme ci, les vieux sont comme ça, plutôt que de dire: «Écoute, et si je revoyais ma manière de voir les choses?» Mais pour revoir ma manière de voir les choses, ce qu'on a dit tout à l'heure avec la grille de lecture, ça m'oblige à bouger en moi les choses. Donc c'est pas simplement changer de point de vue. Le point de vue que j'ai, il est parce que j'ai déplacé en moi la focale, donc je dois bouger à l'intérieur. Alors, heu, évidemment, il y a, moi ce que je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ensuite, dans un séminaire de week-end par exemple et qui espèrent que le mari ou la femme ou les parents, heu, se hissent à ce même niveau et il y a beaucoup de déceptions parce que tu n'as pas le pouvoir sur l'autre de le forcer à changer sa grille de lecture, de le forcer à s'élever en conscience et de te percevoir de manière neuve. C'est là où, dire si je suis pas assez motivé et que, heu, mon mon chemin d'ascension intérieure, eh bien, il est menacé par la cohésion sociale ou la cohésion familiale. Il y a beaucoup qui disent: «Écoute, je vais un petit peu, temporiser et cetera parce qu'avec mon conjoint en ce moment, tu comprends, il a un peu du mal, il me prend un peu pour une folle, est-ce que tu es pas dans une secte?» ainsi de suite. Donc tu vois que là, très souvent, la peur d'être sorti du fameux groupe dont on parlait tout à l'heure, elle est très forte. Effectivement, tu parlais de la peur de parler en public. Dans ce genre de rencontre, les gens prennent le micro, on va dévoiler des choses absolument, intimes et puis, tu les transposes là dans la vie dite matérielle, où il s'agit d'aller, je sais pas quoi, dire à quelqu'un qui t'a proposé un devis que la manière dont il travaille, c'est pas du tout adapté à ce que tu veux et là, il y a plus personne. C'est un petit enfant qui est là, qui est en panique et qui va pas le faire. Or, c'est là que tu as attendu. C'est facile de prendre la parole face à un public qui t'est acquis déjà. Mais la réalité de ton propre rayonnement, elle se vérifie lorsque, effectivement, coûte que coûte, tu rayonnes. Parents, famille, entourage, inconnus et que même si face à toi, le retour, si je puis dire, qui t'est fait n'est pas dans le sens, on va dire qui enfin d'une, d'une validation, eh bien ça ne t'empêche pas. Parce que c'est quoi le piège là-dedans? C'est se dire: «Écoute, le monde va mal, le monde est violent, le monde est triste, le monde est hostile, donc je vais attendre que le monde aille mieux pour parler en public, pour me dévoiler, pour dire ce que je pense, pour révéler la profondeur de mon cœur, ainsi de suite». Sauf que ça n'arrivera pas, puisque tu es toi-même dans le monde et le monde lui-même. Alors évidemment que c'est plus, commode d'être, comme, dans l'espèce de cette vague mimétique, plutôt que de dire: «Écoute, heu, peut-être une autre voie que celle de pointer le doigt à l'extérieur et puis de dire: "Oui, machin, c'est pas normal ce qui se passe", ainsi de suite». Où est la norme? Alors, bien sûr que c'est toujours une réjouissance, si je puis dire, lorsque, les plus proches, famille en l'occurrence, heu, constatent le changement. Pourquoi? Parce que tu sais qu'avec la famille, il y a ce qu'on appelle des contrats d'élévation mutuelle, que vous n'êtes pas choisis par hasard et que donc par définition, vous êtes censés vous élever, je veux dire, de concert. C'est pas dire qu'il y a pas des décalages, mais au à minima, ça fait changer les lignes. Mais il y a des familles dans lesquelles il y a une sorte de surdité, congénitale qui fait que, je veux dire, tu peux t'incarner ou te réincarner en Jésus, mais on te verra toujours comme la 5e roue du carrosse et il faut accepter ça aussi. Ça fait partie, pour certains, de leur chemin.
C'est-à-dire qu'écoute, je suis venu incarner cette lumière et quelles que soient les aspérités du monde dans lequel je vais me trouver, eh bien, ce sera ça ma lanterne, ce sera ça mon cap et peu importe si autour de moi, tout ou partie me dit que, bah, on me préfère avant ou, la version qu'ils attendent n'est pas celle que je donne. Je trouve ça important de préciser quelque chose sur, tout ce que tu viens de dire. C'est qu'on a justement le devoir au final de s'exprimer, de se montrer tel qu'on est, en transparence comme ça, même face à des groupes, face auxquels on serait pas à l'aise. Mais il faut bien comprendre que c'est pas obligé de le faire dans la lutte, que justement l'espace depuis lequel on le fait, c'est hyper important et ça sera la transition parfaite pour la suite, sur le poids de la conscience. Parce que, souvent les gens ont tendance à se mettre dans cette posture de rébellion en disant: «Bon, mais moi, j'ai compris, je suis sorti, de cette hypnose, je sors du système, donc vous devez m'écouter, moi j'ai raison et vous, vous êtes tous des cons». Ouais, ça Hem, c'est tout à fait un travers qu'on observe souvent, c'est à la fois un mélange de prosélytisme et d'orgueil. Au prétexte qu'on a vu, on a regardé par le Velux, qu'on a vu une éclaircie, ça y est, c'est l'éveil total, on a tout vu, tout connu, tout fait. Alors d'abord d'une, c'est que le début et le début est toujours le début d'un autre début, d'une et de 2, il est demandé à personne d'aller convaincre la terre entière. La seule chose qui est à réaliser, si je puis dire, c'est en soi et à travers soi, cette réalisation a potentiellement la possibilité, eh bien, d'encourager d'autres, par justement la force de l'exemple, eh bien, à se questionner sur eux-mêmes. Dire: «Tiens, moi, je vois que la manière dont je réagis face à telle ou telle situation, même si au départ ça me soulage, une peur, je m'enfuis, une colère, je gueule, en fait, derrière, je me sens moins bien et puis ça revient. Alors, ce questionnement-là peut se dire: «Tiens, est-ce qu'il n'y a pas un état autre que celle de la réaction, qui est celui de la réponse?» C'est-à-dire quelque chose où je prends ma responsabilité et l'action qui est, là, produite, elle est parfaitement équilibrée, même si cet, équilibre, parfois, il est intense. Ça veut dire que à travers le véhicule individuel de chacun, il peut y avoir une certaine intensité dans la manifestation de cette lumière. Mais c'est pas effectivement du tout quelque chose, qui rentre en lutte contre quoi que ce soit. Absolument pas. Pas confondre, la puissance de la lumière et le passage en force, qui d'abord ne fait que recueillir l'inverse de ce à quoi il s'attend. Tu disais une transition? ouais, la transition du coup, c'est par rapport justement au fait que, de nos jours, on a tendance justement à sous-estimer justement l'impact de l'état depuis lequel on agit. Par exemple, quelqu'un qui va, de nos jours, c'est de plus en plus répandu, quelqu'un qui, refuse de manger de la viande pour ses propres convictions, qui fait ça dans la posture de l'amour des animaux, mais Mmh. qui au final, pour beaucoup projettent leur haine, leur colère envers ceux qui continuent à manger. Alors que ceux qui, par exemple, mangent de la viande, se posent pas toutes ces questions et quand ils le font, sont en total amour et en reconnaissance, pour l'animal, qu'ils le prennent en plus d'un élevage qui a été où c'est que l'animal a été respecté. Je suis fils d'agriculteur, je sais ce que c'est et donc ça, c'est hyper important de comprendre justement que la posture depuis laquelle on agit, impacte grandement le résultat. Comme quelqu'un qui, par exemple, un enfant qui mange des bonbons hyper souvent, sans avoir la notion que c'est mauvais pour lui, ça aura certainement beaucoup moins d'impact négatif, sur sa santé que quelqu'un, un adulte qui le ferait en conscience, en sachant que c'est pas forcément bon. Alors, je vais prendre cet exemple-là parce qu'il est très parlant. Moi, je vois des gens effectivement qui sont d'une posture dogmatique sur la nourriture, qui la viande, qui le bio, qui ceci cela et lorsque cette posture dogmatique là, elle est entretenue, le corps rentre dans une forme de sécheresse, de tristesse, d'affaiblissement et de faiblesse. Rien dans ce type de corps vibre la bonne santé, Oui, vibre la joie, vibre le partage, vibre l'amour et le sourire. Ça vibre la restriction, le contrôle et, comme je disais tout à l'heure, en définitive, la haine de celles et ceux qui suivent un chemin différent. Et la haine est double parce que à la fois elle s'oppose, de quoi elle trouve sa source dans le dogme lui-même et dans le fait que ceux qui effectivement mangent
selon effectivement leur ressenti du moment, eh bien, ils ils ont l'air heureux, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc on leur en veut d'être dans cet état de évidemment d'enthousiasme et donc effectivement, on se dit: «Il pourrait en plus, non seulement de ne pas respecter mon dogme, bah, au moins faire profil bas». Bah non. Donc moi j'adore la cohérence, c'est-à-dire il faut que le corps, il soit informé de ce qu'il est dont il est question. Dès lors qu'une pratique, là, comme celle que tu viens de nommer, part d'un espace, on va dire, d'autopunition, de culpabilité ou, dogmatique, ou là, je veux dire de même un orgueil, hein, je suis supérieur donc voici comment je fonctionne. Eh bien, en fait, ça entraîne un résultat inverse à celui espéré. Alors moi, c'est un truc que j'ai observé aussi parce que là, tu parles de la nourriture, mais c'était pareil dans la religion. Quand j'avais 5 6 ans, j'avais ma grand-mère, maternelle là, dans le Pas-de-Calais, qui m'a amené à l'église. J'ai découvert l'église à cet âge-là. Elle m'a amené à l'église. Elle était assez, bigote, elle était assez, je veux dire, dogmatique et elle me dit: «Tu vas voir, c'est la maison du bon Dieu». Bah, écoute, super, j'étais ravi et je rentre là-dedans, un dimanche, jour de messe et je vois des gens d'une tristesse, d'une sécheresse, d'une rigidité et outre cette, rigidité, cette sécheresse, cette tristesse, une fois sortis de l'édifice, commencer à cacter sur la voisine, le machin: «Tu as vu ces gosses, comment elle est habillée celle-là?» Mais je dis: «Mais à quoi bon? Ça sert à quoi? Aucun sens». Mmh. Donc c'est je veux dire, c'est pas tout de manger ceci ou pas manger cela ou de faire des 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 salam aleik dans un sens ou, tout ce qu'on veut, Hare Krishna machin bidule, pour au final, heu, que le corps n'en soit absolument pas informé. Parce que si ça part effectivement d'un espace de doute, de peur, de supériorité ou de culpabilité, bah, toute action est vaine en elle-même. Et puis, ce sont la meilleure pédagogie, là tu parlais effectivement de la nourriture, c'est ce qu'on incarne. Si c'est vrai, ça va se sentir tout de suite. Quelqu'un il va dire: «Tiens, moi je mange ça, ah là là, c'est bon et cetera». Bah, et bah, écoute, ce que tu manges, c'est bien pour ton corps. Moi, si ton corps, il vibre la sécheresse, la dureté, la contrainte, je veux pas ta vie, quoi. Moi, le principe est simple. Moi, je prends pas de conseils de personnes dont je veux pas la vie. Quelqu'un qui me donnerait des conseils de nutrition, mais je vois le corps avec ses structures énergétiques qui sont là comme fermées, qui ne reçoivent même pas la lumière, à quel moment je vais écouter ça? Mais ça, c'est du bon sens. C'est-à-dire, si tu vas pas avoir un tailleur dont le pantalon est rapiécé aux genoux. C'est vrai. C'est pareil. Donc, heu, là, encore une fois, il s'agit d'avoir les moyens de sa politique. Moi, je disais, il y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, simplement, est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce que, oui ou non, tu en es l'émissaire incarné? Donc, on peut te vendre tout, on te vend de l'éveil, on te vend de la maîtrise, on te vend de l'ascension, on te vend de la bonne santé. Moi, je veux bien, mais il faut en avoir un peu en stock. C'est pas simplement, des stickers sur une vitrine. Donc, là, encore une fois, tout dépend de ce qu'on a en stock. Si tu vends effectivement un mode de vie particulier, qui, nourriture, qui ceci, qui cela, peu importe, mais que quand on regarde ta vitrine, c'est-à-dire c'est cette interface qui sert à, relationner avec les autres, mais rien de tout ce que tu professes n'est perceptible. Moi, j'avais aussi heu, donc mon grand-père, maternel, donc le mari de ma grand-mère, lui, il allait pas à la messe. Mais c'était l'homme le plus bon, le plus doux, le plus simple, le plus aimant du monde. Mais il allait pas à la messe. Je n'ai jamais entendu de sa vie dire une seule parole négative sur quelqu'un. Par contre, ma grand-mère, c'était différent.
il il incarnait une ouverture. C'était un homme de la terre, hein. Heu, il élevait des poules, ils avaient des il était ancien, palefrenier dans une ferme. Autant dire c'était un pur terrien, quoi. Mais sa bonté, elle transpirait de chacune de ses cellules et pas besoin d'aller, là, effectivement, faire 32 signes de croix et s'agenouiller. Les 2 peuvent être compatibles, mais encore faut-il qu'il y ait une cohérence. D'où part l'action que tu t'apprêtes à produire. Est-ce que tu attends un retour? Tu attends de la reconnaissance? Tu attends des félicitations? Tu attends une validation? Tu attends qu'on te dise à quel point: «Ah oui, comme tu manges comme ça, mais qu'est-ce que tu es éveillé? Qu'est-ce que tu as une grande conscience?» Bah, sauf que ton corps, il dit: «Écoute, moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'amour, de lumière, de cohérence. Pas de restriction, pas de punition, pas d'imitation d'un dogme qui peut-être, là, est une, transposition d'un mode de vie qui, heu, est adéquat pour certaines peuplades ou certains individus et cetera. Mais à quel moment tous les humains devraient, vivre de manière identique? Ça n'a pas de sens. Non, on est tous différents et je trouve ça hyper important justement cette notion de depuis quel espace on agit parce qu'effectivement on a si on observe l'être humain actuel, il est totalement incohérent et je pense que justement c'est ça qui crée cette dissonance. C'est qu'on a tous, un avis sur un truc et en fait nos actes qui vont, dans l'autre sens, et ça crée tout le temps des dissonances et donc on peut pas être la lumière ne peut pas justement passer et être alignée si, on 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 change à chaque fois la direction de notre énergie en fait. De toute façon, cette histoire d'alignement, c'est une, je veux dire c'est une conséquence, l'alignement. C'est pas je veux dire l'alignement, c'est lorsqu'effectivement, entre l'esprit, le psychisme et le corps, la lumière circule en ligne droite. Je veux dire, tu vois les rayons du soleil, ils font pas des angles et cetera en fonction de qui, se met en face. Donc, c'est pas un truc qui se force, c'est pas un truc qui se mime, c'est pas quelque chose qui se joue. C'est à un moment donné, on se pose et on dit: «Tiens, moi, comment je me sens dans mon corps, dans mon esprit? Et puis ma vie, comment est ma vie? Est-ce que mon existence, elle est en cohérence par rapport à ce que je dis, heu, par rapport à la manière dont je conçois l'univers?» C'est pas tout de dire: «Oui, c'est terra, tout est amour» et cetera et puis d'un seul coup, quand il m'arrive, le un 1er pépin: «Ah là là, encore moi». Bah, de dire ce qu'on appelle la spiritualité, c'est pas quelque chose qui est évanescent, et qui là se vit dans des cercles restreints, d'initiés. Bien sûr qu'il y a une partie, si je puis dire, des, ce qu'on appelle de l'initiation, c'est-à-dire du début qui touche des sphères de conscience extrêmement élevées et qui demande en quelque sorte d'être, préservé d'un regard non averti, d'une oreille non avertie. Moi, c'est le domaine que j'appelle conscience intégrale. Mais indépendamment de ça, je veux dire, une prise de conscience, tout humain est capable de faire une prise de conscience. Si une prise de conscience n'est pas suivie d'une modification progressive des structures permettant que cette prise de conscience devienne une, une, un mode de vie, un mode d'existence totalement cohérent, elle sert à rien. Moi, je prends souvent l'exemple de gens qui me disent: «Ah oui, tiens, ah ben j'ai pris conscience, il faut que j'arrête de fumer». Ouais, j'ai pris conscience, ouais. Bah, et après, prendre conscience, très bien, mais si derrière il n'y a pas une modification du circuit permettant à ce que la prise de conscience, la conscience qui est prise, a jusque dans l'extrémité de la cellule et que la cellule soit informée que la conscience là, elle vibre jusque dans cette cellule, donc jusque dans l'ADN. Mais il se passe rien, c'est ce qu'on dit tout là en préambule, avec les pensées et puis la source là, dans les structures. Alors, c'est pour ça que toutes les actions dans le monde, tu parlais d'où ça part. Pourquoi je veux faire ceci? Pourquoi je veux changer le monde? Pourquoi je veux changer virer tel président?
Ça part d'où? Ça part de quoi? Ça part en moi d'un espace de peur, de colère, de rejet, de jalousie? D'où ça part? Sachant que quand tu sais que tu es le premier destinataire de l'énergie que tu vas vouloir émettre vers quelqu'un. Donc, avant de pouvoir espérer, caresser l'espoir de changer quoi que ce soit dans ce monde, la moindre des choses, la moindre des politesses par rapport aux autres humains, c'est déjà s'appliquer le principe. Comme dit le proverbe, charité mal ordonnée commence par soi-même. Mmh, tout à fait. Pour finir, j'aimerais justement poser quelque chose, heu, qui va, qui qui va parler à beaucoup de monde, je pense, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, ça revient et c'est quelque chose que je vis aussi. Hem, En fait, j'aimerais moi, j'ai quitté donc mon travail à l'usine parce que je sentais que c'était pas du tout ça métro boulot dodo, les gens qui piépiétaient les uns sur les autres, tout ça, c'était pas du tout, fait pour moi. Ça me mettait dans un mal-être profond, donc j'ai quitté ce travail. J'ai quitté justement ce cocon familial dans lequel tout le monde reste en permanence parce qu'on est une famille soudée, mais qu'en fait, il y a des tensions dans tous les sens. J'ai, quitté, la région, j'ai même changé de pays, je suis parti à l'autre bout du monde. Je me suis lancé dans l'accompagnement, dans le magnétisme, parce que c'est quelque chose qui m'animait depuis petit. Donc j'ai mis en place justement, j'ai matérialisé, comme tu le disais, j'ai mis en matière ce qui m'arrivait et pourtant je sens encore aujourd'hui, malgré, du coup, mon essai de changer, de trouver d'autres méthodes. Donc après le magnétisme, j'ai, testé la biologie, la physiologie interne pour optimiser la santé avec, l'analyse de bilan biologique. J'ai testé l'hypnose et pourtant je sens qu'il manque encore quelque chose parce que j'arrive pas justement à exprimer ma pleine, mon être, que je suis, j'ai pas trouvé encore qui je suis exactement et comment l'exprimer. Et je suis persuadé que ça vient pas de l'extérieur, que ce serait pas une punition de Dieu ou que sais-je, que ça vient de moi et voilà, j'aimerais te demander, toi qui accompagnes les gens, dans ces zones-là, à tes séminaires et à tes stages en tout genre, qu'est-ce que tu vois quand, quelqu'un a toutes les clés en main et que pourtant la porte reste Alors fermée? quelqu'un, on va dire, je parlais de toi, d'accord? Là, ton problème, c'est la quête d'une pratique. Il faut que tu abandonnes totalement l'idée même d'une pratique. Ce que tu viens la manière dont tu viens partager ce que tu es, doit se soulager totalement de toute idée déjà faite, de toute, tu sais, qu'on appelle, peu importe, magnétisme, machin, et cetera. Ça, c'est des mots. C'est des mots qui ont été inventés par d'autres avant toi, à d'autres époques, pour désigner une manière spécifique à l'énergie qu'on peut appeler amour pour circuler d'un individu A vers un individu B. En vérité, il y a 8 milliards de manières différentes de le faire. Tant que tu n'es pas, Mathieu, le premier récipiendaire, le premier receveur de la manière unique que l'univers a décidé pour toi de transmettre cette énergie, tu seras une version bêta de ton programme. Donc, tu seras toujours comme si tu roulais sur l'autoroute en troisième. On ne te donne la pleine puissance nécessaire à l'expression de ton unicité, de ta vocation, que si tu es parfaitement aligné en amont, pas dans l'action, en amont, avec ce pourquoi tu as été envoyé. Ça veut dire que, très concrètement, c'est pas en testant des choses, c'est en lâchant les choses qui sont des repères confortables peut-être pour certains, qui magnétisent, qui hypnosent. Ok, ce ne sont que des repères, sauf que dans ces repères-là, au final, on finit par se perdre. Alors, ça demande de faire un vide complet. Tout à l'heure, on parlait de grille mentale en introduction. Là, ta grille mentale, elle est trop contractée. Elle est contractée par un formalisme. Tu cherches une forme qui donnerait, qui te donnerait la possibilité d'avoir je veux dire, un rayonnement plus vaste. Or, ça, c'est la suite. Euh,
Tu parlais de ces moments de vide dans lesquels effectivement tu sens cette, ouverture. Tu dois aller plus loin. Tu dois, avant de t'endormir par exemple, parce que c'est écoute bien ce que je vais te dire, la modification de la grille mentale, elle ne peut se faire que pendant le sommeil. Donc s'il y a un moment qui est extrêmement important dans la vie d'un humain, c'est quelle est ta dernière pensée avant de dormir? Avant de dormir, tu dois te caler sur la neutralisation de ta grille mentale, c'est-à-dire l'effacement de cette grille. Elle doit devenir neutre. La peur de l'humain, c'est dit, mais attends, mais si je lâche ça, et si je lâche tout ce que je connaissais un peu, ben, ouais, mais il me reste quoi? Sauf que, je te dis, cette lumière-là, cette lumière unique qui est la tienne, elle ne négocie pas. Donc, le truc est simple, le contrat est simple, soit tu acceptes de dire, écoute, en fait, je sais rien. Je ne sais rien de la manière, de la forme à travers laquelle mon service au monde peut s'exprimer. J'ai peut-être des pistes, mais si ça se trouve, c'est pas les bonnes. Et comprends bien, mon cher Mathieu, que, puisqu'on parle de pistes, si là une piste n'est pas la tienne, quel intérêt aurait l'univers de te faire continuer dans cette piste-là si tu dois, toi, changer de cap? Si on t'aide à avancer dans une piste qui n'est pas la tienne, l'énergie dont tu auras besoin pour la suite, elle sera plus disponible. Elle ne sera plus disponible. Si toi, tu es quelqu'un d'aimant, tu vois quelqu'un qui part à pied en direction d'un bâtiment, tu vois qu'il prend la route opposée. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'encourages? Tu donnes à boire pour qu'il aille plus loin? Tu lui donnes un peu d'argent sur le chemin, il puisse acheter à manger? Bien sûr que non. Tu dis: «Hé, je vais te je vais t'assécher. Je vais pas te donner ni à manger ni à boire. Comme ça, tu seras obligé de t'arrêter». Et si tu t'arrêtes, ça t'oblige à dire: «Écoute, c'est vrai que c'est fatigant, pause». Au moment où tu t'arrêtes, là, effectivement, il y a un passant qui passe, il dit: «Ah tiens, vous avez pas l'air en forme, qu'est-ce que vous cherchez?» Et là, tu dis: «Bah, je cherche». «Ah mais non, non, c'est pas par ici, Mmh, c'est par là». Donc, tu dois comprendre qu'il y a toujours un équilibre entre, effectivement, dans ce 8 universel, entre le donner-recevoir. C'est-à-dire, tu dois te recevoir avant de pouvoir donner, comme un robinet. Donc là, aujourd'hui, tu te reçois dans une version extrêmement réduite. Ce que tu sens en toi, c'est ton ton appel à partager. Ça, tu le sens. Mais il te manque le vecteur, il te manque la clarté pour que, à travers cette grille enfin neutralisée, qui n'est plus impactée, réduite par les gris-gris auxquels tu as pu t'accrocher parce que c'était un peu rassurant de faire des choses qui rentrent dans des cases et des normes, sauf que ça, tu dois l'oublier. Alors, je te dis, ce qui est important, c'est le moment avant de t'endormir. Avant de t'endormir, avec les mots qui sont les tiens, imagine que tu as une espèce de grille là, avec des carrés là, des structurels autour de toi, ça s'appelle la grille mentale. Avant de t'endormir, tu demandes à ce qu'elle soit neutralisée. Tu sais, on dit la nuit porte conseil. Eh bien, c'est important que tu conçoives que non seulement c'est la nuit, là où tu procèdes effectivement à des modifications, c'est-à-dire que tu peux effectivement émettre cette volonté, et c'est la nuit que la grille peut se modifier. Sinon, imagine, tu es en train de conduire et tu as ta grille qui change. C'est-à-dire que tout ce que tu voyais avant se modifie. Ce serait extrêmement casse-gueule. Et donc, c'est parce que justement, au moment de l'endormissement, il y a un détachement du corps physique et du corps mental. Ce qui fait que comme ils sont détachés, il y a la possibilité d'interagir de manière unifiée, là, sur l'un, puis sur l'autre. Mais là, puisque tu me poses la question, donc je te réponds. Et sache quand même une chose, c'est que poser une question, c'est prendre un risque. Prendre un risque que la réponse que tu reçois t'oblige à faire table rase de quelque chose. Moi, je te réponds, euh, prends le risque d'oublier toutes les manières que tu croyais possible de faire. Ce n'est pas ça. C'est plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça, mais c'est différent.
Sauf que tant que tu t'accroches à quelque chose, tu n'es pas libre pour le reste. M'entends-tu? Ça fait tout à fait sens et effectivement, j'avais cette compréhension derrière de me dire: «Si, la vie ne me donne pas les moyens que ça marche, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas», effectivement et ça paraît assez logique et c'est pour ça que je me suis perdu justement à ce moment-là dans ce cheminement à essayer une, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre mais en fait, j'aurais pu faire ça pendant 100 ans avec, Ah mais avec ça peut durer une voilà. vie entière. Et pour finir juste ce qui me fait rire, c'est que je me suis souvent plaint d'être en incapacité totale de méditer ou d'entrer en état d'hypnose malgré que j'arrive, à y mettre les gens. Oui. Parce que soit je pense, soit je dors et je me suis toujours plaint de ça en me disant: «Putain, c'est chiant, j'arrive pas à justement aller voir à l'intérieur de moi, me reparamétrer parce que, beh, je m'endors». Alors qu'en fait, c'est, de ce que tu dis justement, exactement dans cet état-là qu'il faut être pour arriver à changer, du moment où il y a eu l'intention qui a été posée justement avant l'endormissement. Exactement. C'est-à-dire que, si tu veux, ce qu'on appelle méditation, en fait, c'est le moment, c'est la capacité à observer les pensées. Toi, c'est lui ce qui te demandait. OK, tiens, je suis en train de penser à ça. Ah, j'ai peur de pas y arriver, par exemple. J'observe la pensée. J'ai peur de ne pas y arriver. Est-ce qu'elle me fait du bien, celle-là? Non. Donc, OK, je sais que, ce faisant, j'ai dans ma grille mentale une information erronée. Très bien, ça suffit. Ensuite, je te dis, tu passes en mode euh, on, qui est, écoute, euh, ce soir, avant de m'endormir, là, j'ai pris conscience que je porte en moi une information erronée, une idée, une croyance erronée, qui génère dans son trajet une sensation donc physique, corporelle, inconfortable. Donc c'est ce que je vais vibrer. Si je vibre ça dans le monde, je vibre le manque. Je Oui. vibre la peur de ne pas y arriver. Donc, par définition, c'est avec ça que je vais paver mon chemin. Stop. Plutôt que d'essayer de trouver, ah mince, il faut que je trouve une alternative pour que cette peur-là, je la sente pas, ça va rien changer. Donc là, effectivement, tu passes en mode, écoute, cette pensée-là, très bien, elle est donc dans cette grille mentale, il faut que je la neutralise, je l'efface. Mais tu peux pas l'effacer par la volonté. Tu peux pas l'effacer de ton, comme ça, en temps de veille, ah, il faut que je pense à autre chose, il faut que je l'efface. Non, tu sais que ça procède pendant le temps de sommeil. Pendant le sommeil, ça c'est fondamental. Donc tu sais que là, tu émets cette décision et que cette décision, elle va entraîner de manière obligatoire parce que tu ne peux pas ne pas être exaucé. C'est toujours la pensée de plus haute fréquence qui a le pouvoir sur celle du dessous. Toujours. Et tu sais que ça passe par ce temps de sommeil qui est, on dit tiens, c'est un sommeil réparateur, mais ça, c'est quand effectivement on passe une vie entière à s'outrager le corps avec des pensées mortifères ou délétères. Le sommeil, il n'a pas vocation à être réparateur, il a vocation à être régénérateur, c'est-à-dire à générer, au sens à la fois de la génération et aussi de la génétique, une version de soi à chaque nanoseconde plus grande, plus élevée, plus lumineuse. Sauf que l'humain, lui, il s'use en permanence et le sommeil sert à réparer les outrages faits pendant la journée au corps. Donc, lorsque le lendemain, il se réveille, eh bien, il est juste, c'est la version de la veille avec un peu, les bosses un peu restaurées et pas plus. Donc, il faut sortir de ça. Tu dis, écoute, moi, le sommeil, il va être régénérateur, mais pas au sens simplement physique. Pourquoi le corps mental se dissocie du corps physique pendant la nuit? C'est parce qu'il y a un travail qui doit être fait dessus. Et lorsque tu mets la conscience sur cette grille mentale qui a besoin d'être régénérée, c'est-à-dire générée de manière neuve, pour pouvoir ensuite interagir avec ton corps de manière nouvelle, pour que l'ensemble puisse être un vecteur naturel, unique, autonome, responsable et maîtrisé dans ce monde, tu dis, attends, une fois que tu as compris le principe, et que tu sais derrière, évidemment, Mathieu, que lorsque on te change la grille mentale, ça suppose que l'univers va t'envoyer de nouvelles mises en situation, pas pour que tu rechopes les anciens réflexes, pour que tu fasses en toi circuler de manière intense et neuve l'énergie pour tracer de nouvelles autoroutes neuronales qui vont donc amener à un nouvel état d'être, et ainsi de suite. Boucle vertueuse. Parfait. Merci C'est bien. Mathieu.
C'est bien que tu aies insisté sur ce point justement, j'allais le dire, j'allais te reprendre en disant justement que c'est pas parce que les gens se disent pas, parce qu'ils vont faire comme moi certainement pour beaucoup ce soir, enfin le soir, quand ils vont regarder la vidéo en se disant: «Nickel, ça va se faire pendant le sommeil, j'ai rien à faire». Attention parce que justement, ce que vous allez demander à être reprogrammé pendant la nuit, il va falloir, l'assumer le lendemain par les situations que la vie va présenter. Systématiquement, l'univers va vous envoyer dans les jours à venir des nouvelles situations, alors, sociales, de groupe, peu importe, des mises en situation qui vont ou pas confirmer ce que vous avez demandé. Si tu demandes effectivement un changement de grille de lecture, mais que tu te comportes comme si de rien n'était, et du coup, en fait, on dit: «Ah non, il faut que ça puisse effectivement s'incarner et que tu sois l'exemple vivant de ce à quoi tu aspires». Parfait. Merci beaucoup parce que justement, je pense que de nos jours, on manque de conseils pratiques directement, pas d'exercice, mais voilà, de mise en pratique directe. Et les gens ont tendance à se perdre dans pardonnez-moi l'expression, dans la masturbation mentale que nous propose le développement perso aujourd'hui. Et en fait, on a beaucoup de théories, beaucoup de formations, beaucoup de choses, mais en fait, on Rien n'a jamais derrière. de choses concrètes, même dans les livres, pour mettre en pratique. Donc, c'est hyper important que ce soit partagé aujourd'hui. Merci, pour, ce deuxième épisode. C'était, encore plus intéressant et Merci à toi Mathieu de l'invitation. avec joie. À bientôt. À bientôt.